kind. Mais ils ne voulaient pas le croire. Ils nous font sortir. Près du camion, il y avait des employés qui faisaient descendre les malades et l'un d'eux a dit, en voyant maman, das ist personnel. L'Allemand l'a demandé, hast du Ausweis? Ja. Elle l'a mise fouillée dans son sac et finit par trouver la carte de Gesundheitskamera. Et on a remonté tous les deux. Mercredi, on amenait tante Sala. Samedi, c'était de nouveau calme. On apprit que oncle Mundek avait passé toute la semaine derrière la porte ouverte des toilettes et Clara de l'autre côté de l'immeuble. Et Gustave s'était caché dans un tas d'ordures dans les immeubles. Après cette action, ce n'était que encore ce qu'il me faut dire, c'est que par les fenêtres de l'hôpital, on pouvait voir ce qui se passe sur la rue Jakuba Hermana où nous avons vécu. Et maman a regardé et elle avait vu comment on amenait des gens de la maison et parmi notre relative. Et la fin de cette action, parce que les Allemands rentrent dans l'hôpital, vous y êtes? À la fin de cette action, ils ont encore une fois, les Allemands entrés, ils ordonnaient à tous les gens de descendre, de se mettre sous le mur. Maman n'a pas vu de la grand-mère. Elle voulait courir chez elle, de l'aider. Et une de ses amies a dit, Frau Redil, l'enfant est plus important que la mère. Et ce qui s'est passé en ce temps-là, quand on prit un enfant, que ses parents sont seuls allés au camion pour accompagner l'enfant, il y a un autre cas qu'on a pris une gamère et la fille est allée toute seule pour ne pas la laisser seule. Donc, à la fin de cette action, donc Landsberg, donc à l'époque du Judenrat, arrive et annonce que l'action est terminée et qu'il y a un ordre. Donc, on sait qu'il y a un ordre après donc de fermer les ghettos, parce que jusqu'à maintenant, les ghettos n'étaient pas fermés avec des barbelés. Donc, les ghettos est fermé à partir de début septembre. Et on sait qu'à la fin de cette action, donc 60 000 juifs sont déportés et à peu près le même nombre de juifs restent à Lvov, donc dans ce ghetto qui s'est réduit d'espace. Et pour vous, Yanina, donc on est en septembre 1942, commence une période de quelques mois, donc de septembre 42 à février 43, une période très agitée, d'une manière différente de la période précédente et encore différente de la période qui va suivre. Quelques mois, dites-nous ce qui s'est passé après cette grande action. Ma mère voulait que je quitte le ghetto. Elle voulait que je me cache à côté Ariane. Et on avait fait plusieurs tentatives. Plusieurs tentatives, mais presque chacun s'est fini par chantage. Ça veut dire on demandait de nous donner de l'argent, sinon on va tout de suite nous dénoncer à Gestapo. Et dans une place, j'étais un peu plus de temps.
Oui, oui, tout de suite. Oui, elle va les lire, elle va les lire. Vous vouliez nous dire, Janina, je me rappelle que vous vouliez parler de la pendaison, de la pendaison de Judenrat. Je te loue autant. Ah. À la fin de l'action des mois d'août, on a pendu Landesberg, qui était le président de la communauté juive, et on a pendu plusieurs les membres de la police. C'était juive. presque près vis-à-vis de notre maison que nous avons vécu. Et donc, dans cette période, donc de septembre 42 à février 43, quand vous êtes en plusieurs cachettes, donc dans les côtés aériens, vous commencez à écrire des poèmes. Et on a trouvé un de ces poèmes dans les archives en Israël. On écoute. Nostalgie. Dans un moment de repos, dans un moment de silence, quelque chose sans cesse murmure à mes oreilles, un moment de malheur passé, qui chuchote ainsi, la nostalgie. Lorsque je me retrouve seule, quelqu'un soulève mes paupières, je sens mes yeux pleins de larmes, qui les fait siller ainsi, la nostalgie. Lorsque mes pensées se meuvent, hésitantes, je ressens une violente envie de pleurer, quelque chose m'empoigne le cœur, qui donc? La nostalgie. Je me languis du bonheur enfoui, enfui. Lorsque mes parents ont ouvert pour moi les portes de la vie, pour me donner caresses et mots d'amour, que reste-t-il de tout cela? La nostalgie. Et Michel, immédiatement, on peut enchaîner avec un extrait qui fait écho à ces poèmes et qu'on retrouve dans le journal de Janina. Maman me manquait. Kordibova m'a frappée plus d'une fois. Je n'étais pas bien chez elle. Parfois, elle ne me donnait rien à manger. Je ne disais rien à maman, je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Maman me manquait de plus en plus. J'étais de plus en plus mal. J'ai décidé de me sauver de chez Kordibova pour aller à la caserne. Le ghetto s'appelait Jüdischer Arbeitslager, camp de travail pour juifs, ou Julag, depuis qu'on l'avait transformé en caserne. Mais Kordibova a deviné ce que je voulais faire et m'a battue. Elle a dit que si maman me manquait, elle n'avait qu'à venir pour qu'on vive ensemble. Maman hésitait. Elle sentait que ça pouvait nous perdre, moi et elle, mais elle se faisait du souci pour moi. Donc, votre mère vient en effet vous voir et vous vouliez nous raconter la suite. Alors, le dernier lieu de cachette finit avec une dénonciation. Avec maman, on est amené à la prison de la Gestapo. Et, en général, de là, on a envoyé tout de suite à Piast, à place où on exécutait. Mais en ce cas-là, on nous a envoyés à la prison à Ghetto, à rue Weisenhofer. Dans cette prison à Weisenhofer, on attendait jusqu'à il y a un plus grand nombre de gens. Et alors on les prenait envoyés à Piaski. Mais en Weisenhofer, il y avait une possibilité, avec l'argent, qu'on donnait aux officiers juifs qui gardaient ces prisons de sortir. Donc il y a oui, vous vouliez absolument qu'on lise donc ce passage de la prison de Weisenhof. Nous avons compris que nous étions perdus. Je ne pouvais plus me contenir, je me suis mise à pleurer. Je n'avais pas tant peur de mourir, mais je savais qu'ils ne fusillaient pas les enfants, qu'ils les enterraient vivants. Certains priaient pour que la balle les tue sur place, d'autres chantaient des hymnes en hébreu. Maman a essayé de me consoler, elle m'a promis qu'elle allait me couvrir les yeux quand ils se mettront à tirer. Je me suis sentie calme et me suis mise à chanter avec les autres. Donc,
Janina, donc de cette manière un peu inexplicable, donc vous réussissez à sortir de cette prison et des amis donc de votre mère réussissent à vous libérer. Et pour annoncer ce qui va se passer ensuite, vous écrivez cette phrase que j'ai envie de citer. Vous écrivez « Il y a un proverbe, s'abriter de la pluie sous une gouttière. C'est ce qui s'est passé avec moi. » Donc, comme j'ai bien compris avec Agnieszka, donc c'est un proverbe en polonais. Donc, amenez-nous sous cette gouttière. Qu'est-ce qui s'est passé donc, à la sortie de la prison? Il s'agit donc de février 1943. Le ghetto est transformé en sorte de camp de travail, un goulag, donc un camp pour des juifs, et de travail obligatoire. La surface est réduite. Et qu'est-ce qui se passe alors dans ces mois entre mars et mai 1943? Je précise avant juin 1943, parce qu'en juin 1943, on va liquider les ghettos. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces quelques mois? Après qu'on sort de cette prison, on sort avec typhus. Ça prend quelques jours. Et si on est en hôpital, alors on peut de nouveau expecter que les Allemands vont venir prendre tous les malades pour les exécuter. Et quand même, maman m'a réussi de sauver. On a le directeur de cet hôpital à Ghetto, lui, Maximilian Kurzrock, un homme très brave. Lui, il a aussi fait un hôpital pour les malades au camp. Et lui était une seule personne qui pouvait se bouger entre ghetto et entre les camps. Pourtant, on savait que les Allemands se préparent de liquider ghetto. Alors Kurzrock avait tout d'abord, jusqu'où il pouvait se bouger entre ces deux places et d'aider et d'apporter des ghettos, des médicaments au camp, à l'hôpital de Caen, il ne pensait pas de s'enfuir. Mais dès qu'on a su qu'on va liquider ghetto, lui, il voulait organiser une fuite pour lui et pour tous les jeunes gens. Ce n'était pas facile, pas du tout. En ce temps-là, les Allemands, on faisait des... Il se retirait déjà de l'Union soviétique. Et ils ont fait des fortifications à Dniepropetrovsk, utilisant les Ukrainiens et les Polonais de le faire. Alors il y avait un espoir d'aboutir Dniepropetrovsk et de se joindre aux gens qui y travaillaient. Ce qu'il pensait faire pour les jeunes travailleurs à l'hôpital. Pour les gens plus âgés, il a fait bâtir un bunker cachette dans la cave de l'hôpital à Ghetto. Et donc vous vous retrouvez dans ce bunker avec votre mère, et c'est un moment décisif et douloureux. Vous vouliez soit vous-même nous le lire, soit Michel, ce passage dans votre journal qui se distingue d'ailleurs par son style. Il est beaucoup moins factuel, il reconstitue une sorte de dialogue entre vous et votre mère.
Maman était couchée sur le lit. Elle était pâle. Je me suis allongée à côté d'elle et lui a demandé « Pourquoi tu es triste? L'action n'a pas encore commencé. » Maman a répondu « Pour moi, l'action est déjà en route. Et malgré le cyanure, ma mort va être dure à cause de toi, puisque tu es là. En ce qui me concerne, je n'ai pas à hésiter. » Puis elle s'est mise à pleurer. « Épargne-moi ce supplice. T'en vas. Je ne veux plus savoir ce que tu deviendras pourvu que je ne te vois pas à côté de moi. Va si tu aimes. » Mais moi, je ne voulais pas obéir. Je lui ai dit, à quoi bon vivre? À toute façon, je ne survivrai pas sans papier. Tu vas rendre mon supplice plus long? Est-ce que ce n'est pas mieux d'en finir une fois pour toutes, dans les bras l'une à l'autre? Maman s'est mise à me prier. Il faut que tu ailles. Il faut que tu nous venges, moi et papa. Je lui demandais, est-ce que la vengeance me rendra toi et papa? Est-ce que ça vaut la peine de souffrir pour ça? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et je me suis décidée d'aller. Maman m'a donné l'argent. Elle n'a pas voulu me donner cyanure. J'ai quitté Ghetto, mais je n'avais pas une place où être. Et après quelques jours, une seule place où je pouvais me rendre encore, c'était le camp. Donc, comment je pouvais entrer en camp? Une seule possibilité était entrer à l'hôpital, puisque entrer à l'hôpital était de la rue Janovska et c'était relativement facile d'y entrer. Donc, du côté aérien, donc, vous voyez la liquidation du ghetto, vous n'avez pas où rentrer, et vous décidez de rentrer donc, au camp de Janovska. Donc, à ce moment-là, c'est le seul endroit où il y a des juifs à Lvov, donc des juifs qui travaillent au camp. Et je rentre à l'hôpital, je passe un jardin, je entre dans les bâtiments, je ne vois aucune personne. Les portes de toutes les salles sont ouvertes. On peut voir les lits blancs, mais personne. J'aboutis à la cuisine et ai-je rencontré Madame Adlesberg, une femme qui travaillait à l'hôpital à Ghetto auparavant. Et elle me raconte que Kurzrock, avec toute cette groupe qui se voulait diriger vers Dniepropetrovsk, était dénoncé à la gare par des juifs. Les Allemands ont utilisé des juifs pour qu'ils les aident à attraper des juifs qui fuyaient des ghettos pendant la liquidation. Et Madame Adlesberg m'a conseillé de se rendre à DAV, même elle m'a aidé d'y arriver. Alors les DAV, donc, c'est justement ces usines d'armement de la Wehrmacht. Donc, on va pouvoir voir, voilà.
excusez-nous la qualité, mais c'est un peu un diagramme qu'on va un peu utiliser pour ce que Janina voulait nous montrer un peu, donc comment c'est constitué ces camps. Donc il s'agit bien des camps d'Janovska, vous avez compris. Un camp, donc pour expliquer, donc un camp qui a commencé comme ces camps de travail, un camp qui devient à la fois, au moment où Janina, vous allez y rentrer, c'est un camp qui fonctionne à la fois donc, comme un camp de travail, encore, un camp de transit, notamment de tous les convois qui arrivent de la Galicie et qui sont amenés vers Belzet, même si de moins en moins à ces moments-là. Et surtout, il devient, à partir de février 1943, un camp d'extermination. C'est qu'il y a en fait des fusillades, des massacres en masse qui se passent dans ces dénommés piaski, donc les dunes, qui sont à tout près donc, du camp. Et on va surtout voir ici, c'est en fait ce que Janina va nous raconter, donc les baraquements de femmes qui va être reconstruit et un lieu d'exécution qui se passe juste à côté. Donc, vous arrivez au camp, donc racontez-nous le premier moment de l'arrivée au camp. Tout d'abord, j'aboutis à DAV. DAV, ce sont les fabriques qui travaillent pour les Allemands. C'est là. Où les femmes coudent les habits pour les soldats. Et puisque une partie de ces femmes sont venues là des ghettos avant qu'on a fait... Avant qu'on construise les baraquements de femmes. Et il n'y avait encore pour eux des baraquements à Fraulager, le camp des femmes. Quelques semaines, on dort dans la place de travail. Après que les baraquements sont finis, on passe en groupe. Moi, je suis dans une dernière groupe qui passe au Fraulager. On passe par le bureau, par Unterkunft. C'est un bureau de restauration où travaillaient les juifs, les employés juifs qui étaient aussi prisonniers, qui avaient un peu mieux conditions que les autres. Et l'homme qui m'a enregistré, il a écrit tout de suite, je suis 14, puisque c'était dangereux d'être comme un enfant. On pouvait tout de suite être liquidé. Quand j'entre à Fraulager, je rencontre un médecin, Dr. Tanne, qui était dans le bunker avec ma mère, avec les autres. Et les femmes qui étaient déjà à Fraulager me racontent que les gens qui étaient dans le bunker à Ghetto, ils ont passé la liquidation, c'est 2 semaines que durait la liquidation, mais après ces 2 semaines, eux-mêmes n'avaient pas pris moyen d'y rester, et ils sont tous seuls rendus aux mains des Allemands. On les amenait à Fraulager. Ils étaient assis par terre jusqu'au moment qu'ils devaient être fusillés. Mais ceux qui avaient cyanure, ils font un cercle et ils se sont d'une manière collective suicidés. Et c'est comme ça que j'ai appris sur la fin de ma mère. Donc vous avez mentionné Axer, donc c'est détenu employé du bureau qui vous inscrit à l'âge, enfin il vous inscrit comme 14 ans au lieu de 12, il vous habille comme une jeune femme. Donc Axer qui va jouer un rôle important, on verra après dans votre histoire, mais aussi dans les camps. Donc c'était quelqu'un qui faisait tout pour aider les prisonniers autant qu'il pouvait. Et
pour dire, dans une phrase, vous dites quelque chose qui va revenir, qui va vous accompagner dans ce que vous m'avez dit pendant longtemps quand on a préparé cette soirée. Je ne sais pas si vous l'avez pensé à cette époque-là. Vous dites, je fais partie d'un groupe de ceux qui étaient mieux lotis. Et c'était comme un sentiment que vous dites que de votre arrivée du camp, dans le camp, il y avait une espèce de main invisible qui vous a repéré, qui vous a protégé et qui quelque part va vous amener vers votre sauvetage. Alors, main invisible, certes, on va voir qu'il va y avoir une intervention pour votre évasion, mais sûrement elle n'aurait pas pu opérer s'il n'y avait pas face à cette main, cet esprit et cette maturité que vous aviez eue donc, de cette fillette de 12 ans. Donc vous vouliez nous dire, je sais que l'expérience des camps, Janina, vous avez préféré de nous parler à travers votre journal. On va peut-être repasser un peu... Dans mon journal, Oui. c'est très détaillé Voilà. et ce n'est pas intéressant Oui, du tout. d'où la qualité donc historique, enfin de les grandes valeurs historiques de ce journal, c'est que Janina raconte. D'ailleurs, la partie sur le journal, la partie sur les camps dans le journal occupe à peu près un tiers de votre journal. Donc en 30 pages, vous rentrez dans beaucoup de détails sur la vie quotidienne, comment c'était. Donc peut-être vous nous racontiez maintenant un peu, par exemple, sur le premier mois. Enfin, c'est ce qui nous a frappé, c'était la sortie. Parce qu'en fait, les prisonniers sortaient et venaient du camp. Donc, vous sortiez et vous êtes allés aux douches, par exemple, qui se trouvaient dans la ville, donc à Lvov. Comment étaient ces allers et retours, les personnes que vous avez rencontrées dans la rue? Il faut lire. Nous allions régulièrement aux douches, rue Spitalna, soit le vendredi, soit le samedi. C'était très pénible d'y aller. Lorsque nous traversions la ville, les passants, adultes et enfants, s'arrêtaient pour nous regarder. Sur le chemin, pour ne pas montrer notre état déplorable, nous chantions des marches joyeuses. Alors, on vous réserve une petite surprise, je pense, pour la fin. Donc, on reviendra à ces marches plus ou moins joyeuses, qui sont justement inventées par les prisonniers et qui étaient souvent une sorte de mélange des cris de colère contre les tortionnaires et une sorte de sarcasme amer sur le propre sort et de l'impuissance des prisonniers. Ce qui se passe, Janina, dans votre passage, dans votre journal, vous passez donc de ces moments donc très horribles où vous racontez donc toute cette vie terrible du camp à des moments à nouveau de répit, presque des moments de grâce. Et il faut qu'on s'arrête sur un moment très important qui va nous montrer ce qui se passe, ce que vous faites dans les camps et qui va amener vers le fait que vous soyez repérés. Les samedis après-midi? Je crois que c'est Michel. Oui. Les samedis, dans l'après-midi, nous avions du temps libre. Pour se distraire, ne serait-ce qu'un peu, nous organisions de petites fêtes. Mais la réalité cauchemardesque ne disparaissait pas pour autant. Les chansons et les poésies que nous récitions ne parlaient que d'elle. Au travail, nous avions terriblement chaud. La nuit, les poux et la chaleur étouffante nous empêchaient de dormir. Il était interdit de quitter les baraquements après 9 heures du soir. Mais les femmes les plus courageuses sortaient quand même. Moi aussi, je sortais. C'est derrière le baraquement que nous chantions et récitions des poèmes. Ces nuits-là, mon esprit bouillonnait et j'inventais de petites poésies sans rime. En face, à Piaski, les flammes jaillissaient des cadavres qui brûlaient. La puanteur empestait l'air. Maman me manquait, mais je ne pleurais pas. Je l'enviais seulement car c'en était fini pour elle. Moi, je regardais ce feu qui était peut-être en train de la dévorer et je savais que j'y brûlerais moi aussi. Mais ces moments-là, quand ce genre de pensée m'envahissait, étaient devenus de plus en plus rares. Je voulais profiter du temps qui me restait pour rire autant que possible, mais nos rires étaient artificiels. Et on va écouter à nouveau, donc, dans la traduction hébraïque, le poème que vous écrivez à ce moment-là, qui est Piaski.
Quel paysage merveilleux! Les champs, les prés, la splendeur du soleil, les arbres, le ciel, la colline, tout cela était si beau autrefois, lorsque existait la liberté. Nous vivions en dehors des barbelés et tout autour résonnait un chant joyeux. À présent, devant nous, tout n'est que mort et abîme. Nos bien-aimés nous ont été arrachés de force, et au-dessus de l'abîme s'élève une fumée grise des ossements de mon père et du sang de ma mère. S'entrelace dans mes larmes une peine, une souffrance, une douleur infinie. Nous, les Juifs malheureux, humiliés, errons sans fin, et dans le camp disparaissent les derniers d'entre nous. Devant nous s'étendent 2 gazons, l'un le gazon de la liberté, débordant d'une vie effervescente, et l'autre nous enveloppe dans le silence et la ténèbre, le gazon de la mort. Vers lequel aller? La liberté a-t-elle encore le pouvoir de nous séduire, après tous ces efforts, après toute cette souffrance? Une existence qui ne connaît nulle paix, qui peut apaiser nos tourments. Peut-être Dieu voit-il tout cela d'en haut, les tromperies, les échecs, les mensonges, ainsi que les dunes brûlantes, fumantes. Et un deuxième poème que vous écrivez en même temps, un poème qui a été publié dans l'anthologie L'enfant et le génocide, qui s'intitule Belzec. Et une première question, avant d'écouter juste un tout petit extrait du Belzec, on va voir pourquoi. Une petite question. Donc, vous écrivez ces poèmes donc, dans les camps, vous l'intitulez Belzec, ce qui veut dire, donc il me pose une question, vous saviez, donc ces noms-là, vous étiez connus, vous saviez déjà ce qui se passe? Évidemment. Non, mais les noms du Belzec, parce que c'était pas connu en fait avant. Oui. Pour vous, oui, nous savions dès le début, nous savions. Ce n'était pas aucune. C'est évident pour nous tous. Mais cette poésie belge, c'est une analogie à un vers. Oui, alors attendez. Justement, écoutons un extrait de Belzec pour avoir après la deuxième question. Écoutons, oui, un petit extrait de Belzec pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Peut-être le début, enfin juste... Horrible à voir. Un wagon plein d'êtres humains et parmi eux des morts. Ils sont debout, tout nus. Leurs gémissements se perdent dans le bruit des roues. Seul le condamné entend ce que lui dit la roue. Vers Belzec, vers Belzec, vers Belzec. Pour mourir, pour mourir, pour mourir. La roue tourne, tourne, vers Belzec, vers Belzec. Voilà, cette évocation onomatopéique, donc de ces gémissements de roues qui vont de la locomotive. Il y a un poème très célèbre pour les enfants, destiné aux enfants, qui a été écrit bien sûr bien avant la guerre par un juif polonais. D'ailleurs une histoire très intéressante, Julian Tuwim, La locomotive, un poète qui a eu un grand succès auprès des enfants. Notamment puisqu'il est constitué de tous ces mots imprononçables en polonais. Est-ce que ce Belzec était une paraphrase à la locomotive? Est-ce que vous connaissez ce poème, Janina, quand vous avez écrit Belzec? Est-ce que vous connaissez? Je veux dire quelques lignes en polonais. Vous le connaissiez quand vous avez écrit Belzec? Oui. D'accord. Donc, ça a eu donc un grand succès auprès des enfants. Lokomotywa ciężka, ogromna i pod niej spływa tłusta oliwa, stoi i sapie i dyszy i dmucha, czas różnego i bucha. Puf, jak gorąco, już ledwo sapie, już ledwo zimie, a jeszcze palacz węgiel nią sypie. Ça suffit. Bon. Comment ce poème donc inspire Belzec?
Et ces poèmes que vous avez écrits donc, près de Piaschi, dans ces baraquements, vous les avez écrits? Vous les avez écrits en tête? Vous les avez notés? Vous les avez déclamés? Comment ça se passait? Je l'avais écrit, je ne l'ai pas écrit, je l'ai composé dans ma tête. Et très souvent, la nuit, puisque quelques femmes courageuses sont sorties de leur baraque et on a chanté et j'ai aussi les récité. Le samedi ou bien dimanche aussi, on faisait ça. Et les femmes qui surveillaient les baraques, c'est ordnerki en polonais, c'est un peu polonais, un peu allemand, ce nom. Eux étaient liés avec Richard Axel et ils faisaient dans le camp un groupe de gens, on ne pouvait pas dire que c'était résistance, mais c'était une organisation, ils voulaient aider aux gens. Et le fait que je récitais ces poésies était, on les transmis à Axel, et Axel, lui aussi, a organisé des groupes de poètes et des écrivains et des intellectuels juifs. Et de temps en temps, ils se sont rencontrés. Et on m'a invité une fois. Et là, j'ai rencontré Michel Borowicz. Alors, écrivain juif polonais. surtout un poète, non? Vous saviez Oui. surtout que c'était un poète à l'époque, après qui va devenir donc un historien. Je voudrais dire que chaque génération a son propre Bivrite? non, Polonais. c'est pas en hébreu. Ça, c'est propre poète qui les accompagne. Et vraiment, Borowicz était le poète des prisonniers, puisqu'après, il n'a pas écrit. Pas de la poésie. Après, c'est devenu un grand historien. Et je voudrais seulement un extrait de sa poésie lire. C'est un poème dédié à son ami, qui n'était plus vivant. Tu n'existes plus, mais pour moi, tu es toujours dans le même train que nous tous, étranglés, fatigués, ton angoisse blessée, ton cœur brisé. Tu es toute seule dans cette foule sombre. Tu te tais, pensant que personne ne te comprend, chacun plongé dans sa propre souffrance et suffoqué par les mêmes pensées. Sois calme, ma chérie, ne pleure pas, chasse le désespoir. N'accuse pas non plus le destin, c'est si simple. Nous sommes tous précipités dans une époque maudite, sans avoir le choix. Mais l'avenir pénétra cette pyramide du crime infini. Essaye de l'attendre, qu'une larme fleurisse dans les yeux de ceux qui viendront après et penseront à nous en silence. Il y a quelque chose d'optimiste et quelque chose de brave dans sa poésie.
Donc vous racontez Borvitch dans ces cercles, vous les appelez même des cercles littéraires, des soirées que vous avez fait, où on récitait des poésies, on déclamait des poèmes, on chantait, il y avait aussi parfois des jeux de l'accordéon. Et Borvitch, dans votre journal, il apparaît comme Ilian, donc il y a bien sûr des pseudonymes, donc c'est Ilian. En même temps, donc, ce groupe en fait, de résistance qui était lié à l'organisation clandestine polonaise, donc les Zegota, qui est créée en 1942, en fin 1942, donc, vous donne un peu de force. En même temps, donc, la vie est devenue vraiment insupportable dans ces mois dans les camps. Et vous vouliez s'arrêter sur un moment très pénible. Vous devez assister à une pendaison. Et en même temps, ce qui sort de vous, c'est une sorte de cette révolte intérieure face à cette pendaison. Vous vouliez nous le dire? Au moment de la pendaison, je n'avais plus peur de la mort, ni de celle des autres, ni de la mienne, mais je n'arrivais pas à l'accepter. J'avais une grande envie de vivre et je sentais ce quelque chose en moi qui criait « Vivre, vivre !» Je n'avais pas la force d'étouffer cette voix et je n'arrivais pas à me calmer. Je me suis rappelé un dimanche chez les Yakubowicz, lorsqu'on se demandait pourquoi il n'y avait pas d'élan, d'héroïsme chez les Juifs. Là, Kleinman a dit « Aller à la mort à Piaski, sans regret, en chantant comme ces jeunes femmes. N'est-ce pas de l'héroïsme ?» Je n'arrivais pas à lui donner raison. Accepter la mort avec humilité, comme ce pendu, c'était de l'héroïsme ? Moi aussi, j'étais censée incarner ce genre d'héroïsme ? Non. Moi, je dois vivre. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à regretter, mais je préfère souffrir, avoir faim, mais vivre, parce que j'aime la vie. Aller à Piaski parce que j'ai envie de vivre ? Non, je ne m'enfuirai pas, mais je résisterai au bourreau et ne me déshabillerai pas. Vous attendez que plusieurs femmes s'évadent autour de vous et vous ramassez vos forces, vous essayez de vous évader, encore une fois, du camp. Or, cette tentative échoue et au bout de quelques jours, vous revenez au camp. Et rapidement après, dans le journal, vous dites ce qui encore la veille criait à moi « Je veux vivre », s'était éteint. C'est quelque chose, c'était mon âme. Désormais, je n'avais plus d'âme et réconciliée avec mon sort, je suis devenue une morte vivante. Alors, il faut dire qu'à ce moment-là, vous savez aussi, donc il y a de moins en moins de gens que vous connaissez dans les camps, notamment Borvitch n'est plus dans les camps, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez ce qui s'est passé? Je savais qu'il a réussi de s'enfuir, pas plus. Ça vous a démoralisé, entre autres? Non, pas forcément? Non, pas du tout. Mm-hmm. Et puis un moment sur lequel vous vouliez s'arrêter, qui vous a marqué dans les camps, c'était le moment des fêtes juives. Parce qu'on arrive en septembre 1943. Le fait, je crois que c'est pour la seule fois que je vraiment vivais les fêtes juives, la nouvelle année et les Yom Kippour d'une manière très très profonde. Ça ne m'a jamais arrivé plus tard. Vous voulez nous en parler? Vous voulez que Michel le dise? Oui. La fête de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, approchait. J'allais dans les différents ateliers en échangeant les vœux rituels avec les gens que je rencontrais. Vivre jusqu'à ce que tout cela se termine. Ou liberté. Comme finalement j'en ai eu assez de répéter ces vœux irréalistes, j'ai continué en serrant les mains en silence. Presque tout avait des larmes aux yeux. J'ai voulu pleurer, mais les larmes me restaient dans la gorge, je n'arrivais pas à les faire sortir. Le mot liberté me semblait lointain, inaccessible. Je n'arrivais même pas à m'imaginer libre. Nous sommes rentrés bien après la tombée de la nuit. Dans le baraquement, les femmes avaient allumé des bougies sur leurs couchettes et elles priaient en pleurant. Je me suis assise sur la couchette de ma voisine. En regardant la flamme de sa bougie, je me suis mise à croire que Dieu voyait que malgré nos conditions de vie terribles, nous le vénérions et que peut-être au dernier moment, il ne laisserait pas assassiner ces quelques-uns qui restaient encore en vie. Finalement, je suis allée me coucher. Allah m'a demandé
si j'allais jeûner. Je ne savais pas quoi en penser. Le jeûne, c'était en rapport avec la religion, en souvenir de la souffrance des Juifs sous le joug égyptien. Mais moi aussi, j'étais juive. Je ne voulais pas y penser davantage. Je sentais que sinon, j'allais de nouveau arrêter de croire en Dieu, alors que la foi, c'était l'espoir. J'ai décidé de jeûner. Or, le lendemain, vous continuez. Et Une fois de retour au camp, nous sommes tout de suite allés à la cantine. Devant, il y avait une marmite avec de la soupe, mais personne n'en a pris. Orland nous a enfermés à la cantine. 10 hommes sont entrés, se sont mis à prier avec Orland. Plusieurs femmes ont sorti la feuille avec la prière pour les morts. D'autres pleuraient. Au lieu de pleurer ou prier, je me suis de nouveau mise à douter. Étions-nous en train de nous voiler la face? Pourquoi ce jeûne? Après tout, y a-t-il un Dieu? Et de nouveau, j'ai arrêté de croire. Je n'arrivais pas à dormir la nuit et puis je tremblais tout le temps de froid. Warman et Madame Grune me consolaient en disant que je retournerais encore du côté arien et que j'irais un jour à Cracovie. Je ne les croyais pas. Mon état d'esprit ne changeait pas. Je n'arrivais pas à imaginer que quelqu'un puisse se préoccuper de mon sort au point de vouloir me sauver. J'étais de plus en plus mal, sans aucune force, sans aucune volonté de vivre. Les derniers mots de ma mère me revenaient sans cesse. « Supporte la souffrance avec courage, pour ta mère. » C'étaient ces paroles qui me faisaient vivre tant bien que mal. Enfin, que parfois je les oubliais. Parfois j'en voulais à maman, je tremblais, j'avais la nausée de plus en plus souvent. Le soir, je suis allée au Wachraum. Les ouvriers de la Dave rentraient du travail. D'un seul coup, Rena s'est précipitée sur moi, m'a entraînée sur le côté, m'a dit à l'oreille « Boruchowicz, nous emmène à Cracovie, on part demain. » J'entendais ce qu'elle disait, mais ces paroles ne m'atteignaient pas. Or, en ce moment-là, heureusement, il y a la main invisible qui va justement être celle du Zegota, cette organisation, donc Conseil aide aux Juifs, qui visiblement va prendre les relais et va faire tout pour vous prendre en charge. Donc, racontez-nous ce qui se passe. moi, avec Rena, avec de l'autre fille, nous sommes les jours prochains s'évader. Nous avons rencontré Jutta Reshinska. Elle était le membre de l'organisation Zegota, c'est l'organisation qui a mené l'aide aux Juifs. Elle nous apportait, avec elle, elle nous accompagnait par le train à Krakow. Et ma première place de cachette, c'était chez Wanda Janowska. Après son nom, c'est Wanda Wójcik. Elle était esthéticienne. Pendant la journée, elle avait de la clientèle. Pourtant, la nuit, dans son salon, on a falsifié les papiers pour les Juifs. Quelque chose qui m'est resté de Wanda, elle était très belle femme. Et même quand elle était vieille, elle aussi était belle. Elle faisait des masques pour le visage qui se composaient de jaune d'œuf avec un peu de miel. Et si vous pouvez vous imaginer, à Krakow, pendant la guerre, quelques goûts de citron. Et ça, je ne pouvais pas supporter. Comment on peut, d'une telle manière, avec
avec le miel et le citron. Ça passait. Je n'ai jamais je n'ai jamais utilisé des produits de cosmétiques depuis ce temps-là. Et quel était votre... Est-ce que... Donc, elle savait bien sûr que... Oui. Elle savait. Elle avait la mère. Sa mère ne savait pas que je suis juive. Pour sa mère, j'étais une aide à la maison. Et comme ça aussi, pour les voisins, c'était beaucoup plus facile. On n'avait pas besoin de se cacher tout le temps dans un coin. Mais Wanda aidait plusieurs gens. Et quand quelqu'un des gens qu'elle s'occupait est tombé dans les mains de Gestapo, on devait m'enlever. Et je suis... D'accord, mais avant votre enlèvement, il y a un petit détail important. Parce que quelques jours après donc, votre arrivée chez Wanda, voire quelques semaines peut-être, enfin, plus tard, vous recevez un cahier gris et un crayon. Ces cahiers qui arrivent de Maria Horberg-Marianska, qui est donc une des membres des Égota, celle qui va éditer après votre journal. Et qu'est-ce qu'on vous demande pour la première fois quand arrive donc Maria? On me demande d'écrire CV. Alors, dans une page d'une manière très concentrée. Et on, c'est? Après, on me dit, s'il te plaît, écris un peu plus. Et c'est comme ça que j'écris mon journal. D'accord, donc il y a une première version qui est la version dite courte, donc la version du CV. On peut lire un petit extrait de ce que Maria Marianska écrit par rapport à cet épisode dès les premières pages, parce que donc ils viennent vous voir, vous écrivez et ils reprennent le papier. C'est ça? Oui. D'accord. Donc dès les premières pages, nous nous sommes aperçus de la valeur de ces récits. L'auteur, qui a indubitablement du talent et maîtrise l'écriture, décrit ce qu'elle a vécu non seulement avec sincérité, mais également aussi fidèlement que possible, citant les dates et les noms. C'est pour cela que, malgré le fait qu'à l'époque, sauver une vie humaine signifiait risquer celle d'un grand nombre d'autres, nous n'avons pas hésité à pousser Yanina, à peine quelques semaines après sa sortie du camp, à raconter, par écrit, ce qu'elle avait vécu. Donc vous avez cité des noms des gens... C'est comme document, je suis bien consciente que ce journal a grande valeur. Et en ce temps-là, je ne pouvais pas estimer ça. Mais ce qui est aussi étonnant aujourd'hui, je ne peux pas écrire une seule phrase sans que je dois la changer et sans que je dois radier. Ça, on va voir. Pourtant, comme une fille de 12 ans, je pouvais écrire sans rien changer. Je n'avais pas de papier pour copier. Je devais tout de suite tous écrire. Et ça m'étonne moi-même aujourd'hui. Donc vous avez reçu un premier cahier, puis après vous avez trouvé d'autres papiers pour écrire? J'écrivais plus. Tout d'abord, j'écris seulement sur les camps, après j'écris beaucoup plus aussi sur les ghettos. Avec Agnieszka, on voulait vous demander plusieurs questions par rapport